Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. La saison régulière est là et on se retrouve pour parler justement de ces premières semaines de compétition. Des premières semaines aux fortunes diverses, selon les membres de l'équipe. N'est-ce pas Tom, notre supporter des Grizzlies. Les Grizzlies qui affichent au moment où on enregistre, c'est très important de le répéter, au moment où on va enregistrer dans ces podcasts de saison régulière. Une petite victoire pour 8 défaites. Tom, comment ça va? Aussi bien que le bilan le dit, hein. Non, mais globalement, la vie de fan NBA est un peu compliquée, mais sinon, dans la vraie vie, tout va bien. Donc, c'est le principal. Est-ce que c'est pas le plus important? Voilà. Ouais, Il y a voilà. d'autres choses à côté d'autres choses à côté du basket. Et heureusement pour moi, j'arrive à quand même me détacher un peu de ce qui se passe côté terrain. Donc du coup, ça met du recul quand les choses se passent très bien, puisqu'on comprend pas pourquoi je suis aussi froid. Mais du coup, quand ça se passe mal, du coup, j'ai assez de recul pour pas me prendre la tête. Et pour lui, c'est un début de saison plutôt heureux, Amine, les Sixers sont leaders de la conférence Est. Du coup, le fan NBA Amine, ça va comment? C'est un fan NBA pas surpris déjà, parce que je m'y attendais à ce que ça fonctionne à peu près, que ça fonctionne même en saison régulière, donc c'est pas une grosse surprise, et c'est plus ce qui se passera plus tard qui m'inquiète. Donc il n'y a pas d'énorme surprise, il y a juste du plaisir, on va dire, à regarder du basket peut-être plus intéressant que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant du côté de Philadelphie, mais en dehors de ça, il n'y a pas d'enflammade non plus, quoi. La valeur de l'espoir, Ben. Moi, on va en parler, je ne veux plus d'espoir. Bref. Justement, Memphis, Philadelphie, deux équipes dont on va parler aujourd'hui. On va un peu vous présenter du coup le concept de cette émission. On va prendre les Anglais diraient storylines, mais on n'a pas de traduction vraiment intéressante. On va prendre 4 sujets qui sont importants sur le début de saison et on va tout simplement dire si on y croit ou on ne croit pas à la tendance actuelle. Tout simplement. Parmi ces sujets, on aura donc Memphis, on aura les Sixers, on va aussi parler des Rockets et du tournoi, de ce fameux tournoi de saison dont on n'a pas encore parlé. En fait, certains auditeurs nous l'avaient noté. Donc on va en profiter pour en parler aujourd'hui. Avant de commencer, comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, mais aussi sur YouTube. Allez, c'est la saison régulière, on va faire une petite pause et puis on se retrouve pour débuter ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Commençons avec Memphis. Alors en plus de parler de ces équipes, ce qu'on a décidé, c'est de prendre parfois une citation d'un acteur NBA ou une stat et tout simplement expliquer si on est d'accord, pas d'accord, si on y croit, si on n'y croit pas à cette stat. Pour Memphis, forcément, je vais me tourner vers toi, Tom, avec un homme que tu connais bien, Chris Vernon, de The Ringer, la voix de Memphis, et la voix, tout simplement, je pense la voix aussi, qui a eu l'occasion de dire dans le podcast de Ben Simmons, je cite, de Bill Simmons. De Bill Simmons, trop tôt pour être complètement paniqué, oui, trop tôt pour être inquiet, non. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Tom? Oui, je suis totalement d'accord avec ça, dans le sens où tout va dépendre des objectifs que tu avais. Si ton objectif de base c'était d'accueillir une série de playoffs à la fin de la saison, ça c'est un objectif que je pense qu'il faut revoir à la baisse. Mais après, tout ce qui est se qualifier pour la post-season, ça reste possible. Et c'est pas encore le moment de parler de tanking, en tout cas de mon côté. C'est des takes qu'on avait vu apparaître, en tout cas qui commençaient à apparaître sur les réseaux sociaux. Chris Mannix. Il fallait tanker. Alors, il est vrai que le début de saison a été difficile. 5 défaites de suite, première fois pour entamer la saison, première fois en 21 saisons du côté des Grizzlies, que on avait un début de saison si difficile. Amine, est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc, on ne panique pas, mais on s'inquiète un peu. Oui, je suis totalement d'accord. Le seul truc qui fait un petit peu peur, c'est que vous êtes dans la conférence Ouest du côté de Memphis et que du coup le combat va être acharné et que prendre autant de retard au début, en fait il faudrait pas que là on est à 8-1 1-8 pardon du coup, si je me trompe pas, il faudrait pas que le retard s'accumule encore plus d'ici le retour de Ja, parce que ça risque d'être compliqué même pour la post-season à ce moment-là. Donc il faudrait essayer de retrouver quelque chose au moins. Ça va être dur d'être à l'équilibre, évidemment, quand Ja va revenir, mais se rapprocher d'un bilan plus normal, on va dire. Enfin, plus normal par rapport à ce qu'est Memphis aujourd'hui, parce que, mine de rien, le problème, il est un peu dû à toutes ces absences, mais tu as encore des joueurs de qualité,
Et tu peux espérer quand même, contre certaines équipes notamment, je me rappelle des confrontations contre Portland notamment, espérer au moins obtenir des wins dans ces matchs un peu plus abordables. Et du coup, il va falloir gagner un petit peu plus au moins pour espérer quelque chose au moment où Ja va revenir. C'est la seule victoire de la saison aussi, hein, Portland. Oui. Memphis, c'est la seule équipe que Memphis a pu battre puisque c'est la seule équipe qui a une pire attaque. On va en parler et justement, difficile donc autant plantons le décor dès le début de parler des Grizzlies sans parler des absences. Tom, on va en parler au début. Donc pour les résumer, on a donc Ja Morant qui est suspendu. On a appris avant le début de la saison que Steven Adams serait out, une blessure au genou droit, et aussi Brandon Clark qui lui souffre encore de sa blessure au tendon d'Achille en mars dernier. Donc ta rotation intérieure est largement diminuée. Si on ajoute à ça les petits bobos à droite à gauche pour les Derrick Rose, etc. Tom, du coup c'est ce que je te posais comme question avant qu'on démarre en off. Comment tu arrives à tirer des conclusions de ce qui se passe en ce moment, sachant que l'effectif que tu vois sur le terrain est pas celui qui est espéré. En fait, comment tirer des conclusions de ça? Parce qu'à la fois, il y a peut-être, on va en parler, des choses, je pense à l'attaque sur demi-terrain, qui préexistent, mais il y en a d'autres qui apparaissent en fait quand il y a une telle chute de talent et de réservoir de joueurs disponibles. C'est une bonne question, mais de toute façon, quand tu regardes l'effectif actuellement, enfin l'effectif qui joue, hein, qui est sur le terrain, on pouvait se dire qu'avant le début de la saison, avant qu'on apprenne toutes les blessures, que Memphis, les points forts étaient du coup la partie backcourt, enfin avec le niveau de guard play globalement, si on met de côté la blessure de Ja Morant, et le secteur intérieur où il y a des intérieurs qui sont plutôt polyvalents et qui sont bons dans leur rôle. Quand tu prends par exemple Jaren Jackson Jr., Steven Adams, Brandon Clark, Santi Aldama et Xavier Tillman, tu as 5 intérieurs qui sont plutôt bons à chaque fois dans leur rôle. Sauf que aujourd'hui, la faiblesse de base qui était l'aile, c'est plus le principal problème puisque aujourd'hui, des choses qui étaient des forces sont devenues des faiblesses. On rappelle que Memphis commence les matchs aujourd'hui avec Jacob Gilyard à la main et en pivot Bismack Biyombo. Donc déjà, ça te remet déjà dans le contexte de ce qui se passe. Et en fait, on parle souvent ici de la théorie du costume. En fait, tu as beaucoup de joueurs qui sont obligés d'enfiler, entre guillemets, des costumes qui sont plus grands, qui sont plus importants, et du coup, qui leur fait perdre globalement un peu de valeur par rapport en termes de productivité et d'efficacité. Et du coup, c'est une cascade, en fait. Et comme encore une fois, hein, quand le joueur qui est censé jouer est blessé, c'est le remplaçant qui le remplace, et le remplaçant du remplaçant prend des minutes. Là, tu as le joueur principal qui est blessé, le remplaçant qui est blessé. Donc, c'est le remplaçant du remplaçant qui prend la place du titulaire, et c'est quelqu'un Jacob Gilyard, c'est un two-way player qui se retrouve à avoir des minutes, et même Bismack Biyombo qui n'était pas signé au début de la saison, et il fait un énorme bien, puisque la problématique aussi de Memphis, c'est une problématique de taille. Memphis, c'est une équipe qui est contraint de jouer petit, sauf que les joueurs petits qui jouent ne mettent pas dedans de loin. Donc ça pose une autre problématique de taille. Et du coup, Bismack Biyombo, il fait énormément de bien. Pas parce que c'est Bismack Biyombo, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'alternative en fait. C'est ça. Si on regarde en termes de minutes jouées, alors le joueur qui a le plus joué, c'est Desmond Bane. Ensuite, on a du Jaren Jackson, Marcus Smart. Jusque-là, rien de choquant. Mais ensuite, quand on descend 5e place, on a du David Roddy. Ensuite, on a 9e du coup, Jacob Gilyard. 10e, Bismack Biyombo. Bismack Biyombo qui a déjà starté 3 matchs. Comme tu le disais, Tom, pour un secteur intérieur qui était très, très fourni. Amine, je vais te poser la même question. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce début de saison? Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être des éléments positifs? Essayons de contrebalancer le trop positif d'un côté, le trop négatif de l'autre. Et aujourd'hui, en parlant de certaines de ces équipes, parce que perso, je trouve que Desmond Bane, qui a été un petit peu encore surresponsabilisé, répond plutôt bien. Oui, il répond plutôt bien. Et puis même Jaren Jackson, après des débuts difficiles, il a montré, il a repris un petit peu d'effort sur les derniers matchs. Le problème, c'est qu'il manque des choses trop importantes, plus qu'autre chose à Memphis. On se rappelle quand même que c'était une équipe qui misait beaucoup sur le rebond offensif et qui ne peut plus miser aujourd'hui autant sur le rebond offensif. Ça les aidait beaucoup d'avoir toutes ces secondes chances et ces possibilités. Pareil, évidemment, quand tu perds
ton meilleur joueur sur suspension. C'est difficile de construire ton équipe sans ton meilleur joueur, tout simplement, la personne de Ja Morant qui apporte énormément, qui aide justement beaucoup. Certains ont peut-être sous-estimé ça, mais qui aide beaucoup justement Desmond Bane et Jaren Jackson à donner leur pleine mesure. Et du coup, c'est plus dur sans lui. On peut parler aussi des joueurs qui sont partis, mais là, c'est plus dans les défauts. Mais aujourd'hui, c'est évident qu'un Tyus Jones qui est parti cet été ferait énormément de bien à Memphis dans cette difficile période. Néanmoins, on va dire que c'est pas si étonnant que ça que les résultats soient difficiles en ce moment, parce que finalement, il manque trop de choses pour avoir une équipe viable, que ce soit offensivement et défensivement. Et pourtant, on voit les joueurs qui doivent justement montrer qu'ils sont des joueurs importants, montrent, et je pense même par exemple à Ziaire Williams qui enfin montre des progrès tout de même, et le fait d'être responsabilisé doit l'aider, même si c'est dans des matchs difficiles, ça commence à montrer des choses intéressantes. Maintenant, si j'ai plus un problème à reprocher à Memphis, c'est les choix qui ont été faits récemment par le front office, plus que les joueurs cadres qui font de leur mieux dans cette situation difficile. Je t'ai vu acquiescer à la question des choix, Tom, donc je te relance sur ça. Je te relance aussi parce que ça a été un petit peu glissé comme ça par Amine et j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu dessus avant d'enchaîner, mais l'importance de Ja Morant. Nous, je sais que globalement, collectivement, chez DH, on avait tendance à un peu calmer certaines des analyses qui visaient à peut-être un peu trop donner un peu trop de compliments, offrir un peu trop de compliments aux joueurs de complément, quitte à parfois un peu descendre, si je peux parler comme ça, Ja Morant. Moi, je trouve que, alors oui, certes, les blessures font, mais ce qui se passe actuellement montre l'importance de Ja Morant. Moi, ce qui m'a choqué, c'est notamment l'incapacité, quand j'ai vu Memphis, de cette équipe à aller au cercle. Ils peuvent pas aller au cercle. C'est incroyable. Ils n'ont pas d'accès au cercle. Du coup, ils tirent beaucoup de tirs à 3 points, alors avec une réussite variable. Mais par rapport au choix, Tom, et par rapport à l'importance de Ja Morant, là, moi, je trouve que dans les éléments qui préexistent, l'importance de Ja Morant est là. C'est-à-dire que Desmond Bane est un joueur qui répond présent, Jaren Jackson aussi, mais le moteur de cette équipe, c'est Ja Morant. Et on va pas dire que ça a été remis en question, mais peut-être on a tendance à trop penser que Ja profitait de l'impact de ces joueurs-là plutôt que de beaucoup insister sur sa capacité à diffuser. Je pense que les deux sont un peu vrais, même si de notre côté on pense plus que c'est entre guillemets que Ja Morant fait en sorte que les joueurs soient dans les bons rôles pour ensuite être le plus efficace possible, puisque c'est lui qui prend toute la partie d'échec. Ja Morant, il est élite pour quelque chose, c'est la capacité à faire rentrer une équipe en rotation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est difficilement arrêtable en 1 contre 1 et du coup, il provoque l'aide, ce qui fait que du coup sur la partie rebond offensif, quand Ja Morant il attaque son défenseur, il le passe, il va finir dans la zone du flotteur. Faire un flotteur, c'est aussi le meilleur moyen c'est un bon moyen de récupérer un rebond offensif puisque c'est le joueur qui est vers le cercle qui va se rapprocher pour contester. Du coup, ce qui laisse la place aux autres joueurs pour pouvoir s'organiser pour le rebond offensif. Et c'est aussi un joueur de percussion dans l'axe qui, encore une fois, remisking. Les équipes ne veulent pas que tu ailles dans l'axe. Ja Morant, c'est difficile de l'empêcher de rentrer dans la raquette. Donc, du coup, ça libère après. C'est ce qui lance, du coup, c'est lui qui casse un peu la défense globalement pour que les autres joueurs aient des positions de tir beaucoup plus faciles et soient maximisés dans ce qu'ils peuvent faire. C'est aussi quelqu'un qui va être un gros moteur sur le jeu de transition. Et on se rend compte que là, le jeu de transition de Memphis, il est inexistant. En l'absence de Ja Morant, le jeu de transition de Memphis est inexistant. Et puis, encore une fois, pour revenir sur l'importance du joueur dans la construction de l'effectif, on l'a dit dans le dernier épisode que tu avais enregistré, Amine, que l'équipe est passée d'une construction avec Ja Morant à une construction autour de Ja Morant. Donc c'est la même chose que, alors, toute proportion gardée, où on pouvait ne pas comprendre les équipes des Cavs à un moment donné qui ne performaient pas quand LeBron James n'était pas sur le terrain, alors qu'il y avait Kyrie Irving. Là, c'est un peu le même cas. L'effectif a été
remodelé, et c'est ça aussi peut-être l'erreur qu'a fait le front office, c'est qu'en sachant qu'il y avait la suspension de Ja Morant qui allait arriver, d'avoir fait un effectif qui se repose totalement sur sa présence pour pouvoir avoir du sens, bah, du coup, quand il n'est pas là, ça perd tout son sens. Et malheureusement, bah, on a 25 matchs là où bah, l'équipe n'arrive pas à performer offensivement. Et voilà, c'est le gros problème. C'est le gros problème puisque c'est le principal moteur offensif de l'équipe et c'est le joueur qui, bah, qu'on regarde par exemple la saison dernière, il était dans le top 4 des joueurs qui sont le moins assistés. Il n'y a personne dans l'effectif de Memphis, à part lui, qui avait moins de 52% de ses tirs assistés. Et lui, il était à 78% de tirs non assistés. Donc, c'était vraiment le moteur. Quelque chose à rajouter, Amine? Je dirais sur les drives, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est l'incapacité d'accès au cercle aussi, mais tu vois, avec Ja, c'est aussi cette capacité à créer des situations qui peuvent amener des points. Et en cherchant les stats, alors c'est une stat qui faut s'en méfier, je pense un peu, mais le pourcentage de points sur drive, ils étaient premiers en NBA la saison dernière, et là ils sont 22e. En fait, les drives très souvent produisent rien. Alors il y en a moins, mais ils produisent pas vraiment. Donc je pense que ça, c'est, tu l'as dit Tom, la capacité déjà à créer un environnement favorable pour les autres, c'est très important. Amine, est-ce que tu as un mot de la fin avant que je donne la dernière parole à Tom? Ouais, vous avez un peu tout dit. Moi, j'ai noté aussi, et c'est pas étranger justement au fait que l'absence de Ja Morant et le départ de Tyus Jones, ils sont la troisième équipe aussi au. Et même Dillon Brooks, au final, Dillon Brooks, c'est le joueur qui a joué le plus de minutes l'an dernier. Hein. Ouais. Mais je voulais parler de la troisième équipe qui a le plus de turnover percentage en fait. Et ça, forcément, le manque de guard play, bon, c'est quelque chose qui va revenir dans les équipes dont on va parler aujourd'hui de toute manière. Mais c'est très difficile en fait. Et ça provoque des tentatives un peu désespérées de la part de certains joueurs et ça provoque pas mal de pertes de balles et ce qui rend la chance plus compliquée, quoi. Par rapport à ça, Tom, un mot de la fin. Alors, je te laisse conclure et j'adore les données chiffrées, les objectifs, Tom. Il y a 25 matchs de suspension pour Ja. Pour toi, objectivement, tu aimerais que Memphis soit où? Ou en tout cas, je vais reformuler ma question pour qu'on ne panique pas. Parce que si on reprend du coup la citation de début, pour ne pas paniquer, il faut en avoir gagné combien avant le retour de Ja? Pour pas paniquer, je pense qu'il faut en gagner au moins 8-17, quelque chose comme ça. Sauf que je crois pas en 8-17. Moi, je vois plus un 5-20 et encore. Parce que, enfin, là, les prochaines semaines, là, on attaque, Memphis attaque un mini road trip, du coup, avec 4 matchs à l'extérieur, donc à Los Angeles essentiellement, match aux Spurs. Et le seul match qui est à domicile sur les 5 prochains, c'est un back-to-back face à Boston. Et c'est pas un back-to-back où Memphis était là la veille, c'est un back-to-back où Memphis était du coup à San Antonio et revient pour jouer Boston. Donc autant vous dire que schedule loss. Voilà. Autant vous dire que voilà, ça va être très compliqué. D'ailleurs, aucune défaite à domicile depuis le début de saison. Donc moi, je vois plus quelque chose comme 5-20. Tu veux dire, aucune victoire, pardon. Ouais. Aucune victoire. Alors que Memphis, l'an dernier, était l'équipe qui avait le plus haut pourcentage de victoires à domicile de la ligue. Même donc, historiquement, Tom, c'est une équipe qui... Ouais. Donc, moi, franchement, je vois du 5-20. Ça veut dire que, globalement, il va rester 57 matchs. Sur les 57 matchs, il faudrait en gagner 30, faire peut-être 30-27 pour peut-être être 10e, un truc comme ça. Et 30-27, ça pourrait te mettre 10e. Et 30-27, c'est 60% de victoire avec Ja Morant. Mais c'est pas dit que Ja Morant va jouer tous les matchs quand il va revenir. Et c'est pas un bouton on-off, tu vois. Il va revenir, mais il va pas dès le premier match sur le terrain, il va peut-être pas retourner top Ja Morant. Donc ouais, effectivement. C'est ça. Donc c'est vrai que ça complique. En tout cas pour ce qui est avantage du terrain, je trouve ça déjà mort. Et puis il y a deux choses, peut-être trois choses qu'on n'a pas encore abordées là-dessus. Et puis on va avancer après puisqu'on a d'autres sujets à traiter. Vas-y Tom, on parle rarement de Memphis, donc c'est au moment. Vas-y. Alors la première chose du coup, ça va être que l'équipe souffre sur demi-terrain, mais que l'équipe subit la malchance entre guillemets sur adverse du coup à 3 points, puisque Memphis est l'équipe qui concède le plus de 3 points.
et qui concède le pire pourcentage de réussite adverse. C'est-à-dire que les équipes prennent la plus grande part des shoots de la ligue à 3 points contre Memphis et les réussissent avec la meilleure efficacité. Donc ça, c'est quelque chose qui globalement ne devrait pas durer, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui, on va dire, enfonce un peu plus la Dream Memphis, puisque vu que les joueurs mettent des paniers, il y a pas de, tu es obligé d'attaquer sur demi-terrain. Et comme tu es une très mauvaise équipe de demi-terrain, ça marche pas. L'autre problématique qu'il va avoir, c'est au niveau des rotations et de l'aile, puisque le playmaking est distribué et même si c'est une équipe qui est assez maladroite de loin, et il y a très peu de bonnes situations de créer, parce que aussi le joueur qui est censé faire le spacing, c'est le joueur qui s'occupe de la création. C'est le seul joueur qui ramène du spacing et le seul joueur qui s'occupe de la création. Donc ça complique toute cette notion de la géométrie sur le terrain, ça se complique drastiquement. Et même si lui arrive à s'adapter à ce nouveau rôle-là, le fait qu'il n'y ait plus d'espace, ça inhibe un peu les zones de jeu des autres joueurs. Et donc ça c'est problématique. Et bien sur ces bonbons, on va enchaîner après avoir parlé donc de Memphis. Soupe à la grimace, j'étais en interrogatoire. Pas vraiment en interrogatoire, mais j'ai posé la plupart de mes questions à Tom. Donc Amine, je me rattrape, on va enchaîner sur les Sixers. On passe donc du dernier de la conférence Ouest au premier de la conférence Est, pour l'instant, techniquement, avec les Sixers. Alors, la petite phrase sur laquelle je vais te faire réagir, c'est celle-ci de Tim Bontemps, qui, dans le podcast de Hoop Collective, les Sixers ont une chance. Alors, on est sur des phrases qui ont été prises totalement hors contexte, hein, c'est du mauvais travail de podcasteurs. Les Sixers ont une chance d'être parmi les 2 premiers à l'Est à la fin de la saison régulière. D'accord, pas d'accord, tu y crois, tu n'y crois pas, Amine? Déjà, la question, elle dit « ont une chance ». Donc, j'ai envie de te dire oui, c'est facile de dire d'accord avec ça. Parce que dire juste « ont une chance », il n'y a pas de problème. Je sais pas si, en fait, la question est si importante que ça, finalement. Moi, j'avais pas de doute sur le fait que avec Nick Nurse, avec Joel Embiid, avec Tyrese Maxey, déjà, à peu près, on ferait une bonne régulière. Pas forcément, j'imaginais pas forcément qu'on finisse top 2, mais en tout cas, j'ai jamais douté que les Sixers soient... Ça m'aurait étonné qu'ils n'aient pas l'avantage du terrain à la fin de la saison régulière. Et du coup, maintenant, il y a quand même des choses qu'il faut préciser, parce qu'il s'est passé quelque chose cette nuit même, ou la nuit d'aujourd'hui où on enregistre, c'est que Kelly Oubre a eu un accident de voiture. Je souhaite un très prompt rétablissement. Il y a des risques qu'il soit absent longtemps. Et j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais Kelly Oubre aujourd'hui est assez fondamental dans ce qui se passe du côté des Sixers. Et du coup, maintenant, il y a cette première question pour répondre d'accord, pas d'accord. Je développerai un peu plus tard. Et la deuxième, c'est ce que va faire Daryl Morey aussi, parce que j'ai très peu de doutes sur le fait que l'effectif encore qu'on a aujourd'hui ne sera pas le même à la fin de la saison. Donc tout ça, ça met un trouble autour de comment se terminera la saison des Sixers. Néanmoins, de ce qu'on a vu pour l'instant, on est sur une équipe top 5 attaque, top 5 défense, avec un système énormément basé sur la transition, avec l'absence de playmaker évidemment, et donc une défense très agressive. On a retrouvé une équipe qui se bat au rebond, ce qui n'était pas le cas, très peu le cas en tout cas sous Doc Rivers, et un Joel Embiid concentré dès le premier quart-temps sur la défense, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un candidat sérieux à occuper une place top 2 sur la saison régulière à l'Est. Ouais, on précise, c'est vrai, Kelly Oubre. Je pense que Tom a appris l'information pendant le podcast. Moi, c'est Amine, je vais être honnête, qui me l'a dit avant qu'on enregistre, qu'on n'avait pas surveillé ça, parce qu'on enregistre aux Aurores chez Dunkedo cette semaine. Et effectivement, grosse perte parce que Kelly Oubre faisait un début de saison tonitruant du côté des Sixers, pour un joueur qui a beaucoup voyagé en NBA et qui était très efficace, qui apportait beaucoup de choses. Je te relance sur la même question, Tom. Est-ce qu'ils ont vraiment une chance d'être dans le top 2? Et est-ce qu'on y croit ce début de saison qui est 8-1? Je vais y revenir avec des matchs. Moi, j'en ai vu certains. Je ne comprends pas certains matchs, comment ils les ont gagnés. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses du début de saison des Sixers? Je pense que eux, ils banquent ils arrivent à
malgré un peu d'incertitude autour de leur effectif, ils arrivent à engranger les victoires et sur le plan, je pense que l'équipe est peut-être meilleure sur le plan comptable qu'elle ne l'est peut-être globalement, puisque enfin, ils peuvent parfois se faire peur, mais bon, ils ont quand même eu un calendrier abordable, mais ils ont fait le job. Ils ont fait le job, faut pas. Et puis les victoires prises ne sont plus à prendre. Donc ils prennent de l'avance là où d'autres équipes peuvent être en rodage. Si par exemple on peut parler des Bucks ou qui ont pas mal changé de choses. Donc eux, ou même les Cavs aussi qui sont un peu en difficulté avec quelques blessures. Donc eux ils sont bien partis, ils sont un peu dans un peu le siège de Boston. Mais en fait c'est une équipe qui en tout cas, semble bien armé pour la saison régulière. Mais comme tu disais, Amine, il y a 3 éléments qui planent sur la tête de cette équipe-là. C'est un, contractuellement, vu qu'il y a plein de joueurs qui sont en contrat finissant, à quel moment, enfin, peut-être qu'à un moment dans la saison, ces joueurs-là vont penser à regarder leur contrat et leur futur. La deuxième chose, c'est par rapport à cette notion de futur, Daryl Morey, tu sais pas si, si lui va privilégier d'avoir du cap space, donc du coup entre guillemets de voir les joueurs actuels comme entre guillemets un stopgap, c'est-à-dire garder peut-être potentiellement l'équipe intacte et tout changer entre guillemets en utilisant du cap space à l'intersaison. Donc ça peut poser des questions et ça peut créer de l'instabilité à l'intérieur du vestiaire. Puisque bon, aujourd'hui, ça gagne, donc personne ne se pose de questions sur ce qui va se passer, mais si ça vient à perdre ou si ça se passe un petit peu moins bien, notamment par exemple le cas d'Anthony Melton, les joueurs vont peut-être commencer à réfléchir. Et la troisième, pour moi, c'est un joueur qui est fondamental. Alors, je vais pas parler de Tyrese Maxey, notamment par rapport à son contrat, mais surtout de Tobias Harris, puisqu'on sait bien que si jamais, Tobias Harris, c'est un joueur qui, sur le début de saison, est vraiment très bon, qui apporte un petit peu plus que ce qu'il a l'habitude d'apporter, et notamment qui est intéressant sur le jeu avec Embiid d'ailleurs. Vous savez que je suis un grand fan des entry pass de Kyle Anderson. Le jeu avec Embiid, les petites entry pass, non, c'est bien de voir Tobias Harris de prendre un peu plus de responsabilité. Mais sauf qu'on sait que si les Sixers doivent faire un move, ça va potentiellement être lui, le salaire qui va être matché, puisque s'ils veulent jouer aussi le cap space, il a des cap hold tellement grands que il va pas être. Donc c'est potentiellement ces derniers mots, c'est potentiellement ces derniers instants à Philly. Donc du coup, lui aussi, c'est un joueur qui est important dans l'équipe, comment elle est structurée actuellement. Il faudra voir ce qui se passe autour de lui, puisqu'on sait que normalement, Embiid et Maxey, c'est bon, mais tout le reste, il y a pas mal d'incertitudes autour d'eux. C'est ça, c'est une équipe qui gagne beaucoup avec beaucoup d'incertitudes. Pour revenir sur la notion de bonne saison régulière, en fait, ils sont un peu taillés, comment dire, leurs points forts sont des choses qui sont très valorisées en saison régulière et leurs défauts sont pas exposés en saison régulière. On en a parlé en off un peu, toi et moi, Amine, le fait, la création pour les autres, c'est-à-dire qu'ils vont survivre avec ce niveau de création pour les autres en saison régulière, avec un Tyrese Maxey qui essaye de créer pour les autres avec les défauts qu'on connaît parfois, ça marche pour l'instant parce qu'il y a pas, ils sont pas exposés à des défenses qui vont parfois les mettre trop dans l'erreur. Il y a quand même des séquences. Je pense au match, dans ceux que j'ai vus, c'est le match contre les Pistons, le début du match contre les Pistons où ils perdent un camion de ballon sur le premier quart-temps. Tu vois qu'il manque un mec capable de vraiment assurer le playmaking. Je pense aussi à leur capacité à provoquer des fautes et être très souvent sur la ligne, quelque chose qui est ultra valorisé. Actuellement, j'ai fait la petite recherche sur StatHead. Sur les 10 dernières années, ils auraient la 11e saison en termes de free throw rate actuellement. C'est-à-dire qu'ils vont énormément sur la ligne de réparation, que ce soit Tyrese Maxey ou bien évidemment Joel Embiid. Ça, c'est quelque chose qui est valorisé en saison régulière également. Et puis, comme vous l'avez dit, Tobias Harris, qui est un joueur qu'on sait parfois, Amine pourrait le confirmer, qui parfois peut-être a un abonné absent sur certaines campagnes de playoffs. Donc, pour ce qui est de la question à saison régulière, j'ai un peu peur sur la puissance de feu, c'est-à-dire que je pense que quand d'autres équipes vont être mieux rodées, ils risquent d'être un peu en dessous. Mais pour moi, en fait, c'est une équipe, comme Amine l'avait déjà très bien résumé, qui est taillée pour de la saison régulière. En fait, ils sont taillés pour ça, donc l'avantage du terrain me semble pas être totalement inenvisageable. Ouais, t'as parlé de beaucoup de choses dont je voulais parler, de la capacité à aller chercher des lancers francs, mais tout ça, ça repose pas mal sur une chose en particulier, parce qu'on a entendu pas mal, c'était une des choses que j'avais proposé un petit peu pour parler des Sixers, on a entendu pas mal, est-ce que les Sixers sont meilleurs sans James Harden? J'ai envie de répondre tout de suite non,
les Sixers sont meilleurs avec Nick Nurse comme coach. Je suis désolé, mais c'est une réalité, c'est ça. Et on ne sait pas ce que, vu que finalement Nick Nurse est en train de proposer un peu quelque chose, en tout cas d'un point de vue tactique assez similaire à ce qu'il proposait à Toronto, parce qu'il a un peu les mêmes problèmes, même si dispose d'un avantage beaucoup plus important, c'est d'avoir un Joel Embiid en pivot. Néanmoins, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de l'agressivité en attaque et en défense. Et c'est vraiment ce qu'on voyait très peu avec Doc Rivers. C'était peut-être son plus gros défaut. Parce qu'on se retrouvait avec notamment une attaque extrêmement statique. Alors c'était une attaque, c'est bizarre de dire ça parce que l'année dernière, Philly a une super attaque, une des meilleures attaques de la ligue, mais néanmoins c'était une attaque extrêmement statique avec des joueurs dans les corners. Je pense à Tobias Harris justement. S'il fait aujourd'hui une bonne saison, c'est parce que il est mis dans de meilleures dispositions que de rester dans un corner et d'attendre ou de faire sa propre isolation une fois de temps en temps quand c'est pas pour James Harden ou pour Joel Embiid. Et c'est pour ça qu'un joueur comme Kelly Oubre, aussi important aujourd'hui aussi, il t'apporte énormément dans le rebond offensif. C'est quelque chose qu'on avait abandonné totalement du côté de Philadelphie sous Doc Rivers. Et aujourd'hui, c'est une des meilleures équipes, pas une des meilleures équipes, mais c'est une équipe qui se bat bien au rebond offensif, qui va aussi chercher beaucoup donc de transition avec des joueurs qui sont plutôt bons là-dedans. Je pense encore à Maxey, encore à Kelly Oubre, des joueurs athlétiques, des joueurs qui apportent dans ce sens-là. Donc c'est là où en fait le plaisir du côté d'un supporter des Sixers, c'est de voir des choses qu'on ne voyait plus, et on va dire limite plus dommage de ne plus avoir ce meneur gestionnaire pour voir de l'alternance entre deux styles de jeu et un style qui pourrait plus convenir justement dans d'autres joutes que de la saison régulière, et de toute manière dont tu as besoin aussi en saison régulière pour avoir un peu plus d'alternance et pourquoi pas proposer quelque chose de différent. Mais plus que de dire on est meilleur sans James Harden. Et du coup, ça pose toutes les limites parce qu'aujourd'hui, si Kelly Oubre est absent par exemple longtemps, alors il démarre pas dans le 5, c'était PJ Tucker avant le trade qui était dans le 5, mais aujourd'hui il était dans le 5 et il t'apportait sur beaucoup de choses. Moi, j'ai pas changé d'avis sur l'inefficacité de Kelly Oubre. Il y a eu des matchs où il a été très efficace sur ce début de saison, mais c'est un joueur un peu streaky qui va retomber dans ses travers à un moment donné. On fait un très bon début de saison aussi avec un DeAnthony Melton qui a un assez gros usage par rapport aux joueurs que c'est et qui ne met pas dedans. Donc c'est des choses par contre là qui peuvent s'arranger. C'est un peu compliqué de voir très loin avec cette équipe des Sixers. Moi, j'ai du mal à croire que Daryl Morey a fait le trade de James Harden dans le but d'avoir cet effectif-là. Je pense que c'est un trade qui appelle un autre trade, ou comme l'a dit Tom, d'aller chercher du cap space. Mais moi, j'ai toujours du mal à croire que j'arrive pas à y croire, surtout que le trade, il a récupéré des pics de draft. Je pense que c'est plutôt pour changer l'équipe, et du coup, ça pose les mêmes questions que Tom, c'est-à-dire que, comme il l'a dit, Tobias Harris a de grandes chances d'être dans ce trade. J'espère qu'il y aura Marcus Morris aussi. Mais bon, en tout cas, si trade il y a. Et l'autre question, c'est si trade il y a, c'est pour qui? Est-ce que ça change vraiment? Il peut toujours se passer des choses en NBA et des joueurs qui se retrouvent sur le marché aujourd'hui ou demain. Mais aujourd'hui, le meilleur talent qui paraît à peu près sur le marché des trades, c'est qui? C'est entre Zach LaVine et Pascal Siakam. Je suis pas sûr que ça change diamétralement l'équipe des Sixers, et peut-être même que tu vas forcément perdre en profondeur et tu vas perdre là où tu vas gagner en fait finalement. Donc tout ça, c'est beaucoup de questions et du coup pas beaucoup de... Là, disons que quand on est supporter des Sixers, on est plus on profite à court terme et on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait. On a trop de doutes sur l'avenir qui sera fait. Je rebondis sur une dernière chose, c'est ce que dit Tom sur les contrats aussi. À l'heure qu'il est sous contrat l'année prochaine, c'est Joel Embiid, Paul Reed et DeAnthony Melton, je crois. Jaden Springer. Donc c'est les trois qu'on a sous contrat pour l'année prochaine, si je ne fais pas d'erreur. J'ai peut-être oublié quelqu'un. Je rebondis. Vas-y. Je pose juste une question, et Tom, je te laisserai rebondir ensuite. Tu as mis en avant plusieurs scénarios, Amine. Lequel tu aimerais voir se réaliser, en fait? Franchement, moi, j'ai pas... Là, pour moi, là, ça va être très dur pour... et les fans de Philly vont pas être d'accord avec moi. Je sais qu'il y a toujours de l'optimisme, comme vous avez parlé de l'optimisme. Moi, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire, en fait. Je pense que tu n'as pas la capacité... En fait, ce qu'il faudrait à cette équipe-là, comme elle est construite actuellement, c'est rajouter un ailier playmaker, limite. Parce que, en fait, si tu t'enlèves trop de talent à l'aile pour aller chercher un meneur, tu as moins de talent à l'aile. Donc, en gros,
je trouve que c'est impossible aujourd'hui de retrouver vraiment ces statuts de contender. Dans l'idéal, pour l'espérer un petit peu plus, j'ai parlé des 2 joueurs qui sont actuellement disponibles. Je serais plus sur une vision, vu que Nick Nurse te propose quelque chose défensivement de collectif et qui fonctionne assez bien de manière collective, avec en plus un Joel Embiid qui est un excellent protecteur de cercle, donc s'il est concentré, ça marche bien. Je serais plus du côté d'aller chercher le vrai talent offensif, et donc du coup plutôt un Zach LaVine qu'un Pascal Siakam par exemple, si on doit aller sur l'un ou sur l'autre, qui en plus je trouve Zach LaVine fit mieux avec un Joel Embiid, a plus un profil de scoreur extérieur et plus capable off-ball. Mais tout ça, je pense pas que ça nous amène à une situation idoine pour les Sixers. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est attendre que Joel Embiid peut-être en ait marre, et c'est peut-être la seule issue, quoi. Tom, je te laisse rebondir maintenant. Est-ce que tu as toujours en tête ce que tu voulais dire du coup? Ah oui, en fait, par rapport à ce que disait Amine, on a parlé, et tout à l'heure, on a parlé un peu des incertitudes, mais il y a quand même une certitude, et c'est ce qui permet aussi, qui offre de la latitude à cette équipe de Philly, c'est que Tyrese Maxey semble avoir passé un cap, et passe le cap du joueur qui a besoin d'un premier décalage à joueur qui crée le premier décalage. Il a réussi pour l'instant à faire ce fameux step qui fait qu'aujourd'hui, dans la construction de l'effectif, tu peux te dire que tu n'es pas obligé d'aller chercher un initiateur ball dominant. Parce que tu peux te dire que tu as ce joueur-là avec Embiid et en fait, avec Maxey, et tu peux te dire que tu peux aller chercher, tu as l'option d'aller chercher un joueur que tu peux intercaler entre les deux, plutôt que forcément aller chercher un joueur que tu dois mettre aux côtés de Maxey. Et ça, c'est une certitude que t'apporte la progression qu'a eu ce joueur-là. Alors, c'est quelqu'un qui reste quand même avec on va dire, un playmaking, on va dire moyen. Un bis. Oui, c'est pas un playmaking, c'est pas un playmaker génial. Alors, il fait les passes, il arrive on va dire, à faire en sorte que la défense arrive à collapser sur lui, pour ensuite créer des passes simples, mais c'est pas un créateur magique, quoi. Voilà, on va dire que c'est de la création. Je vais pas dire, c'est peut-être péjoratif, c'est de la création un peu robotique. C'est-à-dire c'est du playmaking très simple. Je dirais qu'il voit les passes, Tom, mais il les crée pas en fait. Voilà, c'est ça. Et sauf que à un certain niveau, peut-être que tu as besoin de ça. Alors encore une fois, là, c'est que le début de saison. Donc si ça se trouve, à la fin de la saison, le Tyrese Maxey qu'on aura sera capable de créer un petit peu plus ses passes. Donc ça aussi, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est sur une trajectoire qui est intéressante, où tu peux te dire que ce que tu as besoin peut aller entre les deux et n'est pas obligé d'être au-dessus de Maxey. C'est ça. Je pense que, complètement d'accord avec toi, Tom, c'est le fait de me dire, personnellement, en regardant ces Sixers, ils ont peut-être juste besoin d'un mec parfois capable de mener du pick and roll, etc., de trouver les décalages, mais ils n'ont pas besoin que ce mec-là soit un top 50 NBA, peut-être, dans l'état, ou qu'un top 40 NBA. Par rapport à Maxey, alors ça, c'est un truc qui est souvent dit, répété, etc., mais moi, j'ai vraiment l'impression que le jeu ralentit pour lui, dans le sens où il est un peu moins feu follet, etc. Alors, il y est toujours parce qu'il a un premier pas dévastateur, mais j'ai vraiment l'impression qu'il commence à voir les passes. Tu vois, il les crée toujours pas, mais il en voit de plus en plus. Ça, c'est très important. Dernière chose, avant qu'on enchaîne, tu parlais du jeu. Moi, je les trouve un peu plus agréables à regarder quand même. Ces Sixers. Ah, il y a pas Harden, hein. Parce que tu parlais on parlait de robotique pour les passes parfois de Maxey. Il y avait le côté robotique du pick and roll à outrance avec la passe pour la pocket pass, le truc dans le elbow. Embiid dans le elbow. Il y avait un côté pour justement en préparation du DH20 et aussi parce que j'étais passé chez Guillaume qu'on salue pour le Basket Lab sur Embiid. C'était un peu quand même chiant à un moment. Donc ISO pick and roll. Et c'est ce que je disais, c'est que autour c'était statique. Donc forcément, et ça s'est vu, ça a été un gros problème en playoff, hein, l'attaque statique autour de Harden Embiid, parce qu'à partir du moment où les deux ne fonctionnaient pas assez, il y a plus rien qui marchait en fait. Et c'est ce qui a vraiment changé. Et comme j'ai dit, on prend du plaisir à regarder les matchs. C'est pas non plus du basketball magnifique non plus, hein, faut pas exagérer. Mais disons que de ce qu'on a été servi, c'est plus agréable à regarder, ça c'est certain. Et il y a pas une augmentation énorme sur la fréquence au cercle,
mais en vérité, il y a beaucoup de short mid qui sont pris par beaucoup de joueurs, en vérité, que ce soit Tyrese Maxey ou Tobias Harris qui ont augmenté énormément leur short mid. Je pense notamment au flotteur de Tyrese Maxey qui devient une arme vraiment intéressante. D'ailleurs, pour revenir sur Tyrese Maxey, là où il arrive quand même à me surprendre, même si je l'espérais cette progression, c'est le plafond au scoring qui je commence à me demander quel est son plafond au scoring, parce que en augmentant son usage, il garde une très grande efficacité, même si sur pull-up, c'est moins bien sur ce début de saison, mais bon, c'est quelque chose qui a une énorme variance, donc on est sur 8 matchs, on va pas encore s'inquiéter énormément. Il n'empêche qu'il a augmenté encore son usage et qu'il garde des standards très hauts. Et là-dessus, j'étais pas forcément. Je suis très content. On voit que c'est un joueur comme l'a dit Tom, on serait pas étonné finalement qu'il y ait des progressions qu'on n'attende pas, qui finissent par avoir, parce que ça se voit que c'est un bosseur et qu'il a envie de progresser. En fait. Et aujourd'hui, il est avec un coaching staff qui, je pense, va chercher ça en lui, parce qu'on va avoir besoin justement d'un gros Tyrese Maxey. Et c'est pareil pour Tobias Harris. Je pense que ce qui lui fait beaucoup de bien aussi, c'est de revenir un petit peu dans ce rôle de troisième option aussi, parce que disons que forcément il allait être limité au catch and shoot et à faire ses ISO quand les autres ne sont pas là, quand il était devenu un peu cette quatrième option sous Doc Rivers. Et du coup, cette meilleure responsabilisation des tâches permet aussi à plus de joueurs de donner un meilleur basketball finalement. Je pense aussi qu'au niveau de la création, même s'il n'y a pas vraiment de progrès, Joel Embiid est mieux entouré pour faciliter sa création. On voit bien que Joel Embiid est plus efficace quand même avec des joueurs mobiles autour de lui pour trouver des passes faciles finalement pour ouvrir. Et du coup, il y a un progrès à la passe et il y a un progrès même sur les turnovers que Embiid avait. Donc tout ça, c'est plutôt positif, mais jusqu'où ça va aller? Comme vous l'avez dit, parce que la question de départ, c'était un peu top 2. La grosse question, c'est sur les Bucks et sur ce qui se fait au niveau des coachings des Bucks. Et les blessures, comme l'a dit Tom, les blessures au niveau des Cavs. Et sinon, pour l'instant, on a l'impression quand même que la conférence Est est menée justement par ces Celtics et par ces Sixers. Et le match d'ailleurs entre les Celtics et les Sixers l'a bien montré avec une belle confrontation entre les deux équipes. C'était le risque, je le savais, de lancer sur les deux équipes favorites de nos compères. On a passé les 40 minutes. On va donc enchaîner. Oui, Tom. on va donc enchaîner. Bon, c'est le début de saison. En fait, il y a toujours une bonne saison. Il y a toujours une bonne raison pour jamais respecter le timing. C'est le début de saison, c'est la off-season, c'est le playoff. Bon, bref, etc. Il y a toujours une bonne raison. C'est le in-season tournament. C'est le in-season tournament. On se le garde pour la fin. On avait parlé ensemble de Daryl Morey, de James Harden, etc. Voyageons donc du côté de Houston. Houston qui est plutôt agréable, les gars. Je vais me permettre de faire une introduction un peu plus longue sur ce sujet-là, parce que j'ai eu l'occasion, du coup, pour préparer, de regarder Houston. Non, forcément. Et moi, alors ça peut paraître bête, mais la première chose que je me suis dit, c'est j'ai face à moi une équipe de basket. C'est-à-dire que c'est ce qui est une évolution. Hein, il faut le noter, c'est une évolution. Il n'y a plus de possession où il y a des rotations complètement ratées qui finissent par voir un adversaire tout seul à 3 points ou tout seul dans la raquette. Ça n'existe plus. Ils sont ultra sérieux de ce côté-là. Offensivement, l'apport d'un joueur comme Fred VanVleet, une signature qu'on a critiquée. Ça, il faut être complètement honnête, on a critiqué. Parce que moi, j'estime toujours que Fred VanVleet, je pense que c'est un meneur imparfait. Il n'empêche que passer de ce qui était précédemment du côté d'Houston à Fred VanVleet, c'est un upgrade majeur qui fait que je pense que sur le pick and roll, on commence à avoir la pleine puissance d'un mec comme Alperen Sengun, qui du coup, on parle beaucoup de ses capacités de création, mais pour réussir à créer sur le pick and roll, il faut quand même que la première passe soit réalisée. C'est quand même le prérequis et c'était pas le cas avant. Avec un mini décalage. Avec un mini décalage. Ce n'était pas le cas avant, tout le temps. Et puis juste, c'est une équipe ultra sérieuse. Alors, il y a toujours des moments de flottement. On voit que c'est une équipe qui a eu beaucoup de mal sur les dernières années. Je pense au 3e quart contre les Pels dans le in-season tournament où ils sont en dessous de tout. Ils se prennent un 31-16. Ils perdent beaucoup de balles. Mais justement, ce même match contre les Pels, pour moi, il y a un petit symbole, c'est leur fin de match. Leur fin de match, 11-3 sur la fin de match. Ils gagnent beaucoup de possessions sur la défense, déflexion. Ils vont chercher beaucoup les lignes de passe. Ils sont très agressifs. Ils mettent des tirs importants. Il y a des tirs de Fred VanVleet, des bons choix. Et puis, on va en parler. Il faut aussi en parler. C'est le tableau complet du côté des Rockets.
un peu de réussite aussi. Des tirs en face qui sont ratés, on sait pas trop comment, etc. Mais en tout cas, pour moi, cette fin de match contre les Pels résume un peu tout. C'est une équipe qui est beaucoup plus sérieuse. C'est une équipe qui shoot un peu plus à 3 points, mais on n'est pas sur des niveaux fous qu'on avait vu par rapport à Udoka, par exemple, à Boston, par exemple. Mais c'est juste une équipe qui est nettement plus sérieuse, en fait. Et du coup, ça, couplé à une petite réussite sur les shoots des adversaires, on va en parler, couplé à un début de saison, on va être honnête, ils n'ont pas eu un calendrier particulièrement difficile et ils ont beaucoup joué à domicile. Mais on est face à une équipe de NBA solide. Donc moi, c'est un bon point. Les Rockets, les gars, j'ai beaucoup parlé. Qui veut se lancer sur les Rockets? Allez, je ne sais pas. Allez, Amine a fait la moue, donc c'est Tom. Vas-y, Tom. Bah, en vrai, tu vois, quand il y a pas mal de choses que je partage dans ton constat, Ben. Et puis, moi, il y a 3 choses qui me frappent quand je regarde les Rockets. C'est le côté leadership de Van Vliet. T'as vraiment une notion de leadership. Alors, il y en a un peu avec Dylan Brooks, mais vraiment Doncic, tu sens que pas Doncic, Van Vliet, tu sens que c'est le leader de cette équipe-là. Comme tu disais, le rôle de la connexion avec Sengun, où il y a beaucoup de ballons qui passent par lui. Alors c'est pas le hub total, puisqu'il y a quand même parfois des possessions où il touche pas la balle, mais il reste quand même central dans la façon de constituer l'attaque. Et comme c'est un joueur qui a, on va dire, il a un peu de déchets, mais ça reste raisonnable par rapport à la valeur de la création qu'il t'apporte. Donc du coup, t'as plus des pertes de balles sur le backcourt, mais tu les as plus globalement peut-être au milieu de la raquette, où il y a déjà du monde qui peut revenir après en transition quand il y en a. Mais après, ce sont des pertes de balles de création qui se finissent soit par tu vois, des mauvaises passes ou des ballons perdus sous le panier, mais du coup qui sont pas de ce qu'on pouvait avoir la saison dernière, notamment avec des pertes de balles frontales et le joueur il part directement en contre-attaque. Et autre chose qui m'a marqué, la dernière chose, et ça c'est ce qui me marque le plus, c'est la discipline défensive au moment où dans la phase où l'adversaire récupère la possession. Donc l'an dernier, les Rockets, c'était une équipe qui était top 5 de la ligue sur le rebond offensif, donc sur le taux de l'offensive rebound rate, et qui cette année ont abandonné, en tout cas sur le début de saison, ont abandonné totalement le rebond offensif. Et ce qu'ils font, c'est que ils se replient très vite, avec toujours un joueur qui vient empêcher ou qui vient ralentir du coup la progression du joueur qui vient de la première passe ou qui vient de récupérer le rebond. Et en fait, un truc qui m'a marqué, c'est quand je fais des arrêts sur image, en fait, quand le joueur adverse récupère le rebond, il y a genre un joueur dans la raquette et les autres sont déjà au-delà de la ligne à 3 points pour revenir. Donc, le repli défensif est excellent et très discipliné. Et une stat qui permet d'illustrer ça, c'est, en fait, 2 stats même qui permettent d'illustrer ça. Alors, c'est le fait qu'il soit, c'est l'équipe qui concède le moins de points en contre-attaque. Donc, ils en concèdent un petit peu moins de 9. C'est la seule équipe au-dessous de 11,5. Et l'écart, ils sont premiers. Et l'écart entre eux et le deuxième est l'équivalent de l'écart entre le deuxième et le 14e. Et la dernière chose, c'est l'équipe qui, par rapport au rebond offensif, notamment pour prendre une stat de Clean the Glass par exemple, sur le rebond défensif, généralement les équipes arrivent à générer de la transition une fois sur 3, donc à peu près en moyenne, hein, sur un rebond défensif, pardon, l'équipe arrive à finir une possession en transition une fois sur 3. Ben, contre les Rockets, avec les Rockets, c'est un peu moins d'une fois sur 4. Donc c'est une équipe vraiment avec un style méticuleux qui te force à jouer sur demi-terrain et qui fait peu d'erreurs au final. Pour continuer un peu compléter ça, avant de donner la parole à Amine, la stat est passée dans le match contre les Pels justement sur la télé de Houston. C'est que Houston était sur les 3 dernières saisons. Alors c'est une stat qu'il faut prendre avec beaucoup des pincettes. Ils étaient derniers en termes de points concédés sur transition. Et actuellement, ils sont, comme tu l'as dit, Tom, ils sont premiers. Et si on va sur des stats un peu plus avancées en termes de fréquence, ils concernent des transitions que sur 10% de leur action. Ils sont premiers actuellement en NBA. Ils étaient 29e la saison d'avant et 27e la saison d'avant. Donc, en fait, ils ont coupé les transitions. Ce qui est une marque d'une bonne défense en soi. Hein. Si tu prends pas de transition, tu élimines quand même des possessions qui sont théoriquement plus simples pour l'adversaire. Amine, je te laisse enchaîner. Tu penses quoi de cette équipe de Houston? Encore une fois, on va être honnête. Hein. On était très critiques sur leur intersaison. Donc, qu'est-ce qu'on pense de leurs 8 ou 9 premiers matchs?
Alors, vu que tu me lances sur le fait qu'on était très critique sur l'intersaison, je l'étais tout particulièrement critique. Et en fait, si je dois faire un mea culpa, je ne croyais pas que ça fonctionnerait aussi bien. Néanmoins, je ne dois pas faire de mea culpa j'estime ne pas avoir faire de mea culpa sur les choix qui ont été faits, dans le sens où moi, le problème, c'est la timeline. Je suis pas sûr que Houston en est là aujourd'hui, en fait, dans sa timeline, et je pensais que c'était pas le moment de faire ces choix, malgré l'absence de leur pic de draft qui est du côté de Casey pour cette saison. Je pensais pas qu'ils en étaient à ce moment où ils doivent être meilleurs et compétitifs. Néanmoins, vous avez parlé d'une défense hyper organisée autour quand même d'un pivot qui s'appelle Alperen Sengun et autour duquel il est difficile normalement d'organiser une défense. Maintenant, c'est la deuxième fois qu'on voit Ime Udoka sur un banc NBA en tant que head coach et on commence à ne pas être surpris par son talent pour organiser une défense et pour l'utilisation de ses joueurs de la meilleure façon possible finalement, peu importe l'utilisation qu'il va en faire. Aujourd'hui, pour aller dans le sens aussi des stats que vous avez donnés, ils ont aussi la pace la plus lente de la ligue, Houston. Donc on voit bien que c'est une équipe qui veut jouer le demi-terrain en défense et en attaque et prendre son temps pour organiser. Maintenant, il y a des choses très, très positives. Je pense on n'en a pas encore parlé, mais on voit enfin des progrès, je trouve, chez Jalen Green, qui commence à montrer des choses plus intéressantes dans Après, forcément, peut-être, c'est là où est la limite de mon raisonnement de tout à l'heure c'était pas le moment de faire ça, mais si Jalen Green commence à montrer des progrès, c'est aussi parce qu'il est mieux entouré et entouré de joueurs expérimentés qui lui facilitent les choses et l'empêchent de prendre des mauvaises décisions. Et quand c'était le backcourt avec Kevin Porter Jr., c'est forcément compliqué pour Jalen Green de progresser dans ces situations-là. Mais néanmoins, je dois dire moi néanmoins. Je le sais, mais c'est pas grave. Néanmoins, il y a des choses qui sont aussi du domaine de est-ce que ça va combien de temps ça va durer? C'est-à-dire que Dillon Brooks, qui est un des joueurs les plus efficaces de la ligue actuellement, je suis pas sûr que ça va durer toute la saison. Il y a des matchs aussi où ça sera plus compliqué en défense, malgré la bonne organisation de Ime Udoka. Moi, je suis pas surpris qu'on ait c'est dur. Je suis pas surpris qu'on ait dit qu'on ait aujourd'hui une meilleure équipe de Houston avec un plancher plus élevé, avec des joueurs plus expérimentés comme Van Vliet et Dillon Brooks et un bon coach comme Ime Udoka. Ouais. Mais après, c'est vrai que la recette est quand même intéressante et je pense que nous, ce qu'on critiquait la plupart, outre le côté timeline, c'est de laisser de l'espace aux jeunes. Parce que quand tu regardes au final les joueurs qui jouent et tu regardes la rotation à l'aile, en fait, ils ont de la création essentiellement à l'extérieur et sur l'axe 1-5 avec Sengun à l'intérieur. Et en dehors, t'as que des ailiers défensifs globalement. Donc, tu vas avoir une rotation avec une très grosse densité défensive avec t'auras du Dillon Brooks, du Jason Tate, du Tari Eason, t'as Jeff Green, l'ami Jeff Green qui prend quelques minutes malgré sa coupe un peu bizarre. Calvitie, oui, clairement, Tom. Allez, vas-y. Non, donc tu vois, on a des profils assez athlétiques et en fait, un peu comme, alors j'en reprends peut-être un peu comme tu vois Philly où t'as de la création sur l'axe 1-5. T'as du coup Jalen Green qui a moins de freestyle puisque la balle est plus en contrôle. D'ailleurs, je trouve que, il joue pas beaucoup de pick and roll, je trouve, Jalen Green avec Sengun. Parce que, lui, il fait un peu son truc un peu de son côté. Enfin, le pick and roll avec Sengun, pardon, c'est plutôt réalisé par Van Vliet. Et même, tu vois, sur le côté, ça permet de limiter le chaos que t'inflige un joueur comme Jalen Green, puisque le passing ne fait pas partie de ses qualités. Et en fait, globalement, sur ses pertes de balles, il y a moins de pertes de balles liées à des prises de décision. Par exemple, il voit une passe, il essaie de la faire, mais il n'a pas la capacité. Ça va être, par exemple, un dribble raté, il va se dribbler sur le pied, il va marcher, il va faire une faute offensive. Mais du coup, c'est pas du live ball. C'est-à-dire que quand il y a ce genre de choses, l'équipe adverse ne peut pas partir en transition. Du coup, tu limites en fait les dégâts que tu infliges à ton équipe, mais en même temps, c'est aussi une équipe où il va falloir se poser la question de la réintégration de Thompson, puisque c'est un joueur qui aura besoin aussi c'est un joueur qui, alors oui, défensivement, il va bien rentrer dans le moule, mais offensivement, c'est quelqu'un qui a qui a flashé et du coup qui est aussi haut, notamment par rapport à des raisons de création.
Et c'est un joueur qui est peut-être moins sûr en fait qu'un joueur qui est Fred Van Vliet, puisque Van Vliet, on n'en parle pas. Ben, il perd pas beaucoup de balles. Pourquoi? Parce que quand il est en difficulté, il cherche pas à faire la passe, il tire. Donc il va être catastrophique en termes d'adresse, mais il va pas perdre de ballon. Il va pas perdre de ballon. Ce qui est un vrai changement. Enfin, on le dit, tout ce qui a plombé Houston ces dernières années, les erreurs défensives, la défense en transition, les pertes de balles apocalyptiques, hein, ils étaient sur des stats, C'était effarant. C'était historique, hein, mais dans le mauvais sens du terme, leur perte de balles, ça a beaucoup changé cette année. Ça explique une partie de la réussite. Par rapport à la critique, pour revenir un peu sur la critique de l'intersaison, je pense qu'on n'avait peut-être pas réalisé que les choix avaient déjà été faits. C'est-à-dire que nous, on expliquait le fait que il y a beaucoup de minutes pour beaucoup de jeunes, comment tu vas pouvoir les développer? Moi, plus le temps avance, hein, plus j'ai la sensation que Sengun et ensuite Smith, le choix a été fait. Mais par contre, Green, Smith, pas justement. Le choix a été fait sur Sengun et Green. Par contre, Jabari Smith, en termes de, et ça avait déjà été un peu le cas dans sa saison rookie, en termes de mise en valeur, c'est limité. Et ensuite, on a la wildcard Thompson qui joue pas encore. Mais pour moi, en fait, le choix a été fait sur, d'un côté, on a Jalen Green, on a Alperen Sengun, et c'est la base de notre reconstruction actuelle. En termes de mise en valeur, et peut-être que ça, on l'avait pas bien compris. Pour un peu parler justement sur ça, c'est vrai que Jalen Green a encore des moments de flottement. Je vais appeler ça comme ça, où je sais plus c'est quel match, c'est peut-être celui contre les Lakers où il y a un moment, il prend deux, trois possessions de suite où il prend des tirs à 3 points et tu te dis, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire dans le rythme du match, etc. De l'autre, il y a plus de réussite et je pense qu'il bénéficie complètement d'avoir un Fred Van Vliet sur le backcourt. Ce dont il faut parler, je pense, les gars, c'est aussi le début de saison d'Alperen Sengun. Alors, je l'ai dit à Amine avant qu'on commence, je pense que c'est peut-être le joueur NBA à propos duquel il est le plus difficile de parler parce que il y a, on va dire que la courbe Alperen Sengun, en tout cas, les avis sont beaucoup trop clivants sur ce joueur. Westbrook. Ouais, et c'est Westbrookien, c'est-à-dire que je veux bien qu'on mette des clips de Sengun où il fait des belles passes, mais il faut mettre ceux aussi où il fait des turnovers qui sont absolument atroces. De l'autre, il faut aussi reconnaître que c'est un joueur qui, défensivement, profite du système du Udoka, mais c'est bien beaucoup amélioré. Moi, les gars, petit détail, alors c'est ras des pâquerettes, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il a grandi, en fait. Ouais. Il a grandi. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai lu du côté de Houston, entre son entrée en NBA et maintenant, il est passé de 6'9 à 6'11. Donc, il a pris 5-6 cm. Et moi, mon gros problème avec ce joueur de base, c'était que un pivot défensivement en dessous de la moyenne undersize, pour moi, c'était pas viable. Bah là, quand tu vois contre des autres pivots NBA, il est pas ridicule en fait en termes de hauteur. Donc pour moi, c'est de plus en plus intéressant de ce côté-là défensivement. Alors oui, offensivement, il y a toujours les passes qui sont très impressionnantes. Il y a toujours la capacité de toucher. Enfin, le flotteur est vraiment soyeux, très très soyeux. Mais si défensivement, il arrive à maintenir ou pas être catastrophique, j'ai plus d'espoir. Petit bémol, il a pas joué grand monde en fait. Pour l'instant, il a vraiment pas joué grand monde en termes de. Alors certes, il a eu de Sabonis 2 fois, mais autrement, il a eu du Mark Williams, il a eu du Valanciunas qui lui a fait très très mal sur séquence avec les Pels, etc. Donc, à voir. Après, la limite avec lui, ça va être qu'est-ce qui va se passer quand il va être amené à aller au large. C'est toujours ça. Hein. Justement, c'est que là, il est pas mal protégé, mais je te laisse rebondir, Annie. Ouais, justement, c'est vrai que c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que pour l'instant, il est pas mal protégé, mais on a un tout petit échantillon aussi avec une défense bien organisée. Mais comme tu l'as dit, pour l'instant, on est sur de la saison régulière où on lui pose pas des problèmes vraiment sérieux de coaching pour le out. Où on le cible pas, clairement. Ouais, voilà, il est pas spécialement ciblé aujourd'hui et c'est des choses qui vont probablement lui arriver. Dans le côté positif aussi, je trouve que dans l'attaque, alors que c'est déjà bien, il fait l'effort de prendre un peu plus ses shoots à 3 points, de pas les refuser sur ce début de saison. Et c'est bien quand même de les prendre, même si la réussite est pas parfaite, au moins pour ne pas handicaper l'équipe. Du coup, il y a un côté mitigé, mais on a l'impression quand même, c'est tout le positif d'avoir pris Udoka comme coach aujourd'hui, c'est qu'il permet de limiter les erreurs de ces jeunes joueurs qui étaient dans un cadre où ils ne pouvaient pas
avancer finalement. Et là, c'est là où effectivement on s'est peut-être trompé. Et peut-être que la seule erreur des Rockets cet été, c'était pas du tout ces choix qu'ils ont fait, mais plutôt de drafter Amen Thompson aussi haut, un porteur de balle non-shooter de grande taille, qui est un joueur intéressant, mais qui est un joueur qui semble qu'ils vont avoir du mal à développer aujourd'hui, vu leurs objectifs en fait. Et peut-être qu'il fallait justement trader ce pic et l'utiliser autrement, parce que c'est un joueur qui, pour le coup, j'ai du mal à le voir rentrer dans ces Houston qui veulent être un minimum compétitifs, quoi. Alors, pour le coup, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Enfin, pour une fois qu'on n'est pas d'accord, tiens, ami. Allez, Alors, vas-y, je trouve Tom, que merci. je trouve que c'est un pic qui est quand même intéressant, parce que tu vois, l'an prochain, ils vont pas en avoir. Donc, si tu te passes de lui, Oui. et sachant que l'an prochain, tu n'en auras pas, ben, du coup, ça te fait deux choix qui partent à la poubelle. Tu savais pas si tu aurais pu avoir Oui, forcément Van Vliet et Brooks aussi, qui te permettaient de jouer ça. Et encore une fois, tu vois, cette équipe de Houston là, c'est une équipe plancher. Ça, Comme on c'est a sûr. dit, ils font, voilà, c'est une équipe plancher. Sauf que si ton objectif c'est de pas être dernier, ok. Mais si ton objectif c'est de gagner une série de playoffs, t'as besoin du talent d'Amen Thompson. Mais ça va être Enfin, dur de le à mon développer, avis. en fait. C'est surtout ça le problème. Alors peut-être dans la configuration actuelle. Ils ont déjà fait les choix, les gars, je pense. Ils ont Non, déjà fait les moi, je suis choix, pas sûr. mais en plus, moi je trouve Je suis pas sûr. le côté non-shooter, moi c'est ce qui m'inquiète le plus, en fait, pour l'intégrer à cette équipe. Parce que tu vois, si ça devient le meilleur joueur de l'effectif, ils vont repenser la stratégie. Il a le talent peut-être pour être le meilleur joueur de cet effectif-là. Donc s'il le devient, ils vont repenser la stratégie pour construire autour de lui. Pas forcément sur ceux qu'il y a là. Ouais, mais tu vois, les chances que ça arrive, Tom, dans l'environnement actuel sont nettement moins hautes que dans un environnement où il aurait été plus responsabilisé. Même si moi, je mets toujours en garde sur la surresponsabilisation des jeunes porteurs de balles. Peut-être un sujet qu'on fera bientôt. Là, il est dans une situation où il y a d'abord Fred VanVleet. Ensuite, il faut la connexion VanVleet-Sengun qui commence vraiment à se forger. Donc, Sengun a une part importante. Il y a le scoring de Jalen Green. Il y a Dillon Brooks qui pète encore des câbles, régulièrement, qui prend beaucoup de tirs parfois. Donc, alors, Jabari Smith aussi. Jabari Smith qu'il faut à nourrir, etc. Donc, effectivement, c'est en termes de potentialité, il te faut quand même, parce que s'il se pose la question à long terme de qui est le meneur, parce que Fred VanVleet, on sait que peut-être dans 4-5 ans, soit il sera là, mais moins bon, soit il sera plus là. Donc, sur cette idée-là, je valide le choix. C'est plutôt sur là où je rejoins Amine, c'est que tu sais qu'en termes de développement, tu lui mets quelques petites barrières. C'est peut-être ça, c'est juste ça. Après, ils ont peut-être passé le moment où il faut faire du développement, etc. Alors, il faudra revenir aussi, là je lance beaucoup de sujets sans avoir prévenu l'équipe, mais sur l'impact et les conséquences néfastes que peuvent avoir des années de difficultés comme celles des Rockets, parce que en termes de développement, oui, et même maintenant, je trouve qu'il y a entre guillemets des séquelles. Par exemple, c'est une équipe qui cut jamais. Les jeunes chez les Rockets, ils cut jamais. T'as l'impression c'est une notion qui n'existe pas dans le jeu genre le cut, ça n'existe pas. Donc, il y a juste ça, en fait. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais il cut jamais, c'est cette équipe-là. Donc, à voir, tu vois, à voir à quel point ça a de l'importance, ça. Et à quel point avoir acquis autant de mauvaises habitudes a des conséquences à long terme pour cette équipe-là. Après, d'accord pour dire que moi, c'est la première fois que j'ai vu des matchs de Houston plaisants depuis plusieurs années. Et ça, c'est première victoire. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, on en a peut-être pas parlé assez avec Memphis tout à l'heure, mais eux, dans leur objectif de potentiellement aller peut-être tester le play-in, ben ils sont quand même bien partis par rapport aux autres. Là où, tu vois, pour Memphis, les équipes qui étaient censées se bagarrer avec eux, ben sont très très bien partis. Si on reprend par exemple le cas de Minnesota ou de Dallas. Par contre, on est d'accord, parce que je l'ai pas fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié de le faire pour la petite citation pour lancer, ou en tout cas la stat pour lancer les Rockets. On est d'accord que la situation actuelle, selon Cleaning the Glass, de top 10 défense, top 10 attaque, ça ne va pas durer. On est d'accord. Non. Ça, c'est... Non. On est tous plus... Vous voyez quel côté s'est rodé en premier? Paradoxalement, l'attaque, je pense. Je pense que sur la saison régulière, le travail qui est fait dans le système défensif va permettre de... Après, ça ne veut pas dire qu'ils seront top 10, mais je veux dire, ce qui risque de plus s'éroder, c'est l'attaque. C'est ce qui risque le plus de s'éroder. Ça ne veut pas dire non plus que ça va totalement s'éroder au niveau de l'attaque, quoi.
J'aurais tendance à dire que je pense qu'à la fin de la saison, ça sera une plus mauvaise défense qu'une plus mauvaise attaque, mais je pense qu'au 15 janvier, ça sera une meilleure défense qu'une meilleure attaque. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont peut-être perdre sur la réussite au tir de certains joueurs, mais en fait, sachant que nombreux jeunes joueurs doivent apprendre les systèmes, en tout cas fonctionner dans la philosophie du Doka, ça va prendre peut-être plus de temps. Là où pour moi, une partie de leur défense, soyons honnêtes, les équipes contre eux mettent rien dans les coins. Ils mettent absolument rien. Il y a des trucs qui, quand même, bon, on commence à avoir de la bouteille, comme on dit. On est habitué, genre les équipes qui concèdent rien dans les coins, mi-janvier, ça, alors, sauf les Knicks une année, mi-janvier. Au bout d'un moment, ça retourne un peu à la normale, mais je pense que oui. Enfin, je pense qu'à la fin, ça serait une meilleure attaque qu'une meilleure défense. Ça, je serais très étonné que ce soit une meilleure défense qu'une meilleure attaque. Eh ben moi, tu vois, je partais plus de l'autre côté, puisque Dillon Brooks. C'est ça qui m'inquiète. C'est pas possible. C'est ça qui m'inquiète. Tu vois, avec tu vois, le retour peut-être de Thompson aussi, qui il va être responsabilisé, qui aura plus de ballons. Donc je me dis que il y a des joueurs qui vont prendre ou qui auront énormément de responsabilités toujours. Et après, il faut voir qui va peut-être rester en santé ou qui va se blesser dans cette équipe-là. Mais si par exemple, si Van Vliet se blesse, l'attaque, au revoir. Oula. Bye bye. Bye bye là. Même si Sengun reste un bon joueur offensif, mais la personne qui donne la structure à cette attaque-là, c'est Fred VanVleet. S'il est amené à rater des matchs, et si par exemple Fred VanVleet est remplacé par un jeune joueur comme par exemple Thompson, qui lui n'a pas cette notion peut-être de protection du ballon, je pense que l'attaque peut les faire vriller, sachant que tu vois, Udoka là, il fait sa meilleure impression de Steve Clifford en fait. Ouais. Parce que les trucs qu'il a corrigés, non mais en vrai, les trucs qu'il a corrigés, c'est des trucs, c'est l'espèce de le vieux coach, entre guillemets le vieux coach, le coach âgé, pas de perte de balle. Le repli défensif, on se toupe la transition. Moi, les gars, ça me fait surtout penser à Silas, il aura plus jamais de taf. Parce qu'en fait, il n'y aura plus jamais de taf. Parce que tu vois qu'on a beaucoup questionné les joueurs en tant que joueurs, en fait. Mais il y a un moment où, certes, il y a la porte des vétérans, mais il y a des trucs, genre Jalen Green, il y a les rotations ou les close-out. Je l'ai jamais vu close-out comme ça, des fois. Ouais. Mais après, je crois qu'il est sur un banc, je crois, Silas, hein. Je crois que je l'ai vu, je crois que c'est les Nets. Il est assistant quelque part. Je l'ai vu sur un banc récemment. Mais ça, c'est le népotisme NBA, Tom. Mais en tout cas, il sera plus jamais coach principal, je pense, parce que là, bref. Et après, tu vois, à sa décharge, dernière chose, à sa décharge, le Jalen Green de l'an dernier, c'est pas le Jalen Green de cette année, tu vois. Et puis le Sengun de l'an dernier, c'est pas le Sengun de cette année aussi, tu vois. Les joueurs aussi ont évolué, tu vois. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, le Jalen Green de l'année dernière, il était à côté de Kevin Porter Jr. aussi, hein. Mine de rien. Oui, ça. Est-ce que la situation des Rockets, c'est pas de l'importance du guard play épisode 542, parce que vraiment, rien que de passer de Fred VanVleet après avoir connu l'expérience Porter Junior, ça change un peu tout pour la physionomie de cette attaque. On finit là-dessus, mais sur demi-terrain, c'était une équipe qui n'allait nulle part parfois sur demi-terrain, vraiment, en termes de choix, etc., sans parler des cuts, etc. Ça, je pense que c'est leur prochaine évolution, mais tu vois que le fait d'avoir Kevin Porter Junior en porteur de balle, la première passe sur le pick and roll n'était pas faite, comme je l'ai dit, etc. Là, sur demi-terrain, ils sont crédibles. Surtout quand tu as la passe de Sengun, quand tu as la création de Sengun. Donc, ça change un peu tout aussi, soyons honnêtes. Tu l'as dit, Amine, ils veulent l'amener sur un basket de demi-terrain qui a 1 an, il maîtrisait absolument pas, qui était cataclysmique. Et là, il commence à le maîtriser. Alors, je pense pas, comme les statistiques le montrent pour l'instant, je pense pas que ça soit une des 10 meilleures attaques sur demi-terrain de l'NBA. Je pense pas. Mais en tout cas, ils ont des bases et ils sont crédibles sur cette partie-là du terrain. Donc, ça change tout, clairement. Mais après, pour moi, tu vois, l'an dernier, c'était voulu. Oui. Pour avoir un beau tank commander, pour avoir un maximum de chances à victoire. Oui. Il y a aussi, à ma décharge, je l'ai pas dit, les objectifs sont pas les mêmes aussi. Voilà. L'effectif n'est pas le même, le coach n'est pas le même, et les objectifs dans les bureaux, on n'a pas le même objectif cette année. Il faut aussi le mettre en avant. Petite note, et on va appeler ça une transition. Le City Edition avec l'astronaute sur le terrain des Rockets, c'est magnifique. Magnifique.
Vraiment. Parce qu'on va en parler in-season tournament, on va parler terrain. Le petit logo astronaute et le City Edition des Rockets, c'est vraiment magnifique. Alors, voilà, la petite note. White. Ouais, vraiment super beau. Ça, c'est le genre d'initiative qu'on souligne. Et ben, on va finir, les gars, avec le in-season tournament. Une petite citation d'Adam Silver. Je l'avais dit à Amine en off. Moi, quand Adam Silver, il implante quelque chose de nouveau, je me farcis toutes ses interviews pour voir exactement ce qu'il veut dire en termes d'éléments de langage, etc. Donc, j'en parlerai un peu plus tard. Adam Silver qui nous avait dit, je cite, « Une fois que tout cela va commencer, avec les nouveaux maillots, les nouveaux parquets, les joueurs NBA vont s'enthousiasmer à propos de ce tournoi. » Il avait dit ça dans son interview chez TNT. Charles Barkley, Ernie Johnson. Ah ouais, quand il avait posé la question. Ouais, sur les violences. Exactement, sur les violences policières, les violences conjugales, etc. Et où la NBA n'est clairement pas une ligue exempte de tout reproche. Clairement pas. On te voit, Miles Bridges. Du coup, est-ce qu'on s'enthousiasme, nous, les gars? Du coup, c'est ça la question. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Et je vais lancer celui qui m'a dit qu'il n'avait rien à dire sur cette question. Parce que quand on a décidé qu'on allait en parler sur la conversation WhatsApp, Amine nous a dit « Ah moi les gars, j'ai rien à dire sur ça. » Du coup, Amine, est-ce que tu as toujours rien à dire là-dessus? Je vais aussi dire ce que je t'ai dit quand on s'est rejoint ce matin dans la conversation. J'ai peur d'avoir un avis un peu trop RMC aussi sur le sujet. Parce que pour moi, c'est un peu la coupe de la ligue, en fait. Avec les maillots pitch. Le in-season tournament. Oui, voilà. Les pitch, c'est la Coupe de France. C'est déjà, il y a une ambiance, tu vois. La coupe de la ligue, c'est la coupe, c'est une coupe en plein milieu. Ça se termine avant toutes les autres compétitions, tout ça. D'ailleurs, ils l'ont arrêté, la coupe de la ligue. Et moi, je sais pas. Ce qu'on a dit un peu, en off, et que le plus gros défaut que je lui assénerai, parce qu'en fait, j'ai même pas non plus spécialement de défaut. C'est juste que c'est un peu, pour moi, c'est un peu la coupe des villes de foire, tu vois, le truc qui nous intéresse pas. Le défaut, c'est, je trouve que commencer le in-season tournament justement 2 semaines, 3 semaines après le début de saison. Déjà, moi, je suis super intéressé par la saison régulière et pour le coup, les matchs qui comptent pour la saison régulière, moi, je les prends comme des matchs de saison régulière. Hein. C'est juste que je vois des parquets qui me dérangent et qui, pour certains, j'arrive pas à voir les matchs. Mais je suis plus intéressé par le résultat en tant que match de saison régulière que de match de in-season tournament. Et sincèrement, mon avis, c'est que ça m'intéresse vraiment pas. En fait, je suis désolé. C'est pour l'instant, en tout cas, et autant le play-in, on l'a vu, c'était une bonne idée, mais c'est quelque chose qui facilement tu obtiens quelque chose qui est le plus important finalement dans le sport, c'est l'accès à de la compétitivité, à obtenir un ticket sportif en fait finalement. C'est aussi fou que ça puisse paraître, ce n'est pas l'argent qui les motive le plus, c'est le sportif. C'est pour plein d'équipes, faire les playoffs via le play-in, ça les intéresse. Par contre, faire un tournoi de mid-season, moi je suis assez persuadé que les joueurs prennent ça aussi comme des matchs de saison régulière. De toute façon, c'est ce que c'est aussi pour l'instant, et que au moment, finalement, on en parlera au moment où il y aura les matchs qui ne comptent pas dans la saison régulière et qui sont les demi-finales finales. Parce que pour l'instant, moi, j'arrive même pas à me rendre compte vraiment que ça a commencé, à part qu'on a des terrains moches. Tu le remarques quand tu t'allumes le match, tu fais qu'est-ce que c'est que cette abomination? parce que comme tu l'as dit, Amine, vraiment, en fait, l'objectif premier, c'est de voir le ballon. Hein. Parce qu'il y a des terrains sur lesquels tu ne vois pas le ballon. Je suis désolé, le rouge ne s'apprête pas à ça. Hein. C'est affreux, vraiment. Les Bulls, c'est affreux. Les Rockets, c'est affreux, etc. Bref. Tom, qu'est-ce que t'en penses? Alors, déjà, avant de commencer, parce que moi, j'ai une longue tirade qui va arriver, mais déjà, les mecs, je l'ai dit à Amine, les mecs, ils ont eu 10 ans pour réfléchir et le nom qu'ils ont pondu, c'est In-Season Tournament. Ils n'avaient pas une meilleure idée? Pour l'instant, non, écoute, hein, ça viendra, je sais pas, ça viendra après. Mais après, je pense que, un peu comme Amine, pour l'instant, il n'y a pas de match, comme il n'y a pas de match coup près, c'est-à-dire que, alors oui, si on prend le contexte, le match de saison régulière que tu perds, on compte quand même le point à virage parce que tu peux être dans le meilleur des deuxièmes pour te qualifier. Mais ça, en vrai, on s'en manque un peu. Complètement. C'est un match de saison régulière, que tu perdes de moins 30 ou de plus de moins 5.
ça reste un match de saison régulière, sauf que pour le in-season tournament, ça peut compter. Quand on va prendre, tu vois, les équipes où il y a Washington, peut-être que l'équipe qui va se qualifier, le meilleur deuxième qui va se qualifier, c'est celui qui aura blow out Washington avec le plus de points, tu vois. Un truc. Donc ça peut garder une certaine importance. Mais globalement, moi je trouve qu'il faut attendre les matchs couperés. Je pense que comme là, il n'y a pas vraiment, enfin, en gros il y a pas de conséquences directes aujourd'hui à perdre un de ces matchs-là ou à en gagner. Là où, par exemple, pour le play-in, il y a des conséquences directes. Donc, ça ramène de la dramaturgie. Donc, je pense qu'il faut vraiment attendre les matchs couperés. Et une fois qu'il y aura les matchs couperés, il y aura beaucoup plus d'enjeux. Mais après, je trouve que dans l'idée, c'est quand même intéressant parce que il y a des équipes qui savent très bien qu'elles ne pourront pas gagner 4 séries de playoffs. Donc, tu leur offres quelque chose où, sur un match, comme on a l'habitude de dire potentiellement sur un match, tout est possible. Sur un match, à un moment donné, tu peux gagner, tu peux arriver à gagner un trophée ou je pense peut-être en 6 matchs. Alors 6-7 matchs, alors que c'est des matchs que de toute façon tu aurais quand même joué pour la saison régulière. Donc moi je trouve qu'il faut qu'on attende, faut laisser un peu sa chance au produit, attendre les matchs couperés. Je dis ça, mais pour moi ça change. Enfin, pour moi en tout cas actuellement. Alors peut-être parce que Memphis a perdu tous ses matchs, mais pour moi il y a pas de en dehors des parquets, il n'y a pas de grosse différence. Je vois un peu comme Amine, je le vois comme un match de saison régulière classique. Mais après, une fois qu'il y aura les matchs couperés, peut-être que je serai un petit peu plus pris par l'enjeu. C'est là où moi, en fait, j'ai un grand problème avec ce in-season tournament, c'est je le trouve illisible. C'est-à-dire que ma grande critique d'Adam Silver, c'est que Adam Silver nous répète depuis le début, dans toutes ses interviews, nos fans internationaux sont habitués à ça, avec ce qui se passe au foot, etc. C'est faux. C'est faux, parce que, première chose, un match de Coupe d'Angleterre, un match de Coupe de France, un match de feu Coupe de la Ligue, c'est un match de Coupe de la Ligue. Ce n'est pas un match de championnat. C'est illisible, ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas d'exemple. Alors, je ne connais pas toutes les compétitions du monde. Je n'ai pas d'exemple d'une compétition dans laquelle un match a une double valeur. C'est-à-dire qu'en fait, le match de saison régulière, il vaut pour le in-season tournament. Ça n'a aucun sens. Essayez d'expliquer le concept. Ça n'a aucun sens en soi. Parce qu'en fait, un match de coupe, d'une coupe nationale, c'est un match de coupe nationale. Première chose. Deuxième chose, le sel de ce genre de compétition, l'intérêt de ce genre de compétition, c'est de pouvoir offrir des affrontements qui n'existent pas, en fait, entre des équipes, par exemple, de première division et de division inférieure. Vous avez face à vous un fan de l'OM qui peut vous le confirmer, hein. C'est l'intérêt de cela. Je veux dire, tiens, je prends un exemple que j'ai vu. Le Sixers Pistons, c'est un match de deux équipes de la même conférence. Il n'y a pas d'intérêt spécifique à ça. Il n'y a pas de nouveauté, ouais. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, d'un côté, le fait qu'on soit sur des affrontements qui existent par nature, le fait qu'il y ait une trop grande volonté d'intégration, ça rend ça totalement lisible. C'est pour ça que, pour moi, la comparaison avec les compétitions open n'a pas lieu d'être. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Dernière chose, tu vois, si tu gagnes une coupe nationale, si tu gagnais feu coupe de la Ligue, etc., la carotte, elle était sportive. La carotte financière, pour moi, n'a aucun sens. C'est-à-dire que on nous dit souvent, pour les joueurs qui gagnent pas beaucoup d'argent, ça va être le moyen ça va être vraiment important, les 500 000 pour un joueur qui est peut-être au minimum, etc. Sauf que, reprenons du coup le premier problème. Le joueur qui a 500 000, qui est au minimum, pardon, très souvent, c'est un joueur qui dans la rotation est bas. Du coup, c'est pas lui qui fait la décision sur ce match. C'est le mec qui est probablement au max dans l'équipe pour qui l'objectif ultime, c'est plutôt le titre, en termes de retombées sponsoring, etc. Et même globalement, c'est le titre pour qui les 500 000 ne représentent pas une grosse différence. Donc en fait, moi, j'ai l'idée de base, je peux la comprendre, mais la réalisation, je la trouve, il y a tellement de défauts. Il crée pas de nouveaux affrontements, il n'y a pas d'intégration logique dans le calendrier. Essayez d'expliquer le in-season tournament à quelqu'un en moins de 30 secondes, vous y arriverez pas. C'est ça mes défauts. Il y a quand même quelque chose qui... Bon, enfin, moi, il y a un truc que je trouve un peu bizarre dans la mise en place, c'est le fait que ce soit que le vendredi. Ah aussi, il y a ça. C'est un peu bizarre. Tous les vendredis. Clairement, ça, c'est un aveu de faiblesse contre la NFL et le college football.
Parce qu'en fait, c'est le seul jour de la semaine où ils peuvent capitaliser. Le dimanche, c'est la NFL. Le samedi, il y a le football universitaire. Le jeudi, il y a le Thursday Night Football. Et le lundi, il y a le football américain. Ils ont que 2 jours où ils peuvent... C'est que 2 jours. 2 ou 3 jours où ils peuvent faire ça. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit sur le côté le match qui compte double. Donc pour le in-season, pour le championnat, tout ça. En fait, même plus loin que ça, pour que l'idée soit un peu excitante, il aurait fallu faire quelque chose de coupé complètement, en fait. C'est-à-dire, tu arrêtes le championnat, tu fais le in-season, tu reprends le championnat après, et pourquoi pas même pour aller plus loin, tu vois, pour donner un aspect peut-être compétitif, justement. Pourquoi pas le faire dans une bulle, justement, comme ça a été fait à Miami à l'époque. Faire un tournoi dans une bulle où tu aurais un truc un peu plus, toutes les équipes sont ensemble, il y a des rivalités qui peuvent se créer pendant le tournoi, quelque chose de court, pourquoi pas sur 2 semaines, tu vois, où les équipes s'affrontent pas forcément énormément de fois, mais un truc qui, là, peut-être que moi-même, j'aurais été un peu plus excité parce que ça aurait été décorrélé du reste. Là, le fait que moi, j'ai de la saison régulière, je suis de la saison régulière en fait. Je suis pas les avec des matchs. parquets moches, c'est ça. Ouais. Et sur ce que disait Tom tout à l'heure, les matchs couperés, justement, moi j'ai peur qu'ils soient pas couperés en fait. C'est juste ça. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, c'est l'occasion pour certaines équipes d'ajouter une petite bannière en haut de leur salle qu'ils n'auraient pas pu ajouter. Peut-être en gagnant une compétition en très peu de temps, mais c'est toujours le même argument Coupe de la Ligue en fait. C'est-à-dire que la Coupe de la Ligue, c'était aussi ça. Ça permettait à des équipes qui n'avaient pas gagné ou pas gagné depuis longtemps de remporter un trophée et de jouer la Coupe d'Europe à l'époque dans le foot. Donc je trouve que c'est trop minime pour que ça m'excite de voir une finale, par exemple, entre Atlanta et Minnesota. Je sais pas. Et c'est les équipes pour lesquelles le tournoi a été créé. Bah c'est oui. ces équipes-là, je pense. Hein. Mais c'est la ligue, les gars. Je pense pas que la bonne comparaison, je ne pense pas que ça soit une coupe, genre coupe de la Ligue anglaise, coupe de la Ligue, etc. C'est la Ligue des Nations qu'ils ont créé en fait. Oui. Ah, Parce que c'est incompréhensible. Oui, okay, ouais. Ils ont créé la Ligue des Nations en fait. Et par rapport à ça, tu vois, je suis totalement d'accord avec toi, Amine, sur le fait qu'il fallait peut-être complètement mettre ça à part et permettre de le rendre ça beaucoup plus lisible. Parce que moi c'est mon plus gros problème sur le fait que ça soit peu lisible. Après, théorie, je suis persuadé que la Ligue, ils ont conscience que c'est pas la version finale du In-Season Tournament parce que je suis sûr que dans 1 ou 2 ans, le plan pour d'un côté, l'installer dans la tradition NBA, parce que Adam Silver, dans toutes ses interviews, il parle de créer des traditions, ça prend du temps. Je serais pas surpris qu'à moyen terme, il y a un spot de playoff qui se joue sur les in-season. C'est sûr, ça va arriver. Moi, je veux juste ajouter un truc parce que, en fait, la raison pour laquelle les matchs comptent pour la saison régulière et pour le in-season, on la connaît tous. C'est qu'il y a déjà trop de matchs et qu'il n'a pas voulu en rajouter trop. Et du coup, le problème se posera toujours parce qu'il n'a pas envie d'en enlever non plus des matchs. Il y a les 65 matchs, Amine. Les joueurs, ils vont pas être contents si tu leur enlèves oui, de matchs. Je suis d'accord. Et du coup, pour atteindre les critères. Mais du coup, en fait, tu es face à un problème qui... J'aimerais bien être optimiste comme toi et d'espérer que dans 2 ans, il y a une bonne solution. Mais j'ai l'impression que face à ce problème, il n'y a pas vraiment de solution, en fait. J'ai l'impression que les matchs de in-season doivent compter pour la saison régulière, tu vois. Oui. Bah, de toute façon, il faut les mettre quelque part, ces matchs-là. Faut pas nous faire comme le play-in où les stats ne sont pas comptabilisés. Où les trucs, ça n'existait pas. D'ailleurs, le play-in tu en parlais, Ben, tu l'as pris comme exemple, le play-in qui a déjà été réformé puisque la première version du play-in, c'était avec l'écart des matchs. Ouais. Et puis là, la deuxième version du play-in, il n'y a plus d'écart de matchs, vraiment, tu vois. Et il y a plus d'équipes impliquées. Donc oui, peut-être que ça va changer. Je pense que ça va changer. Après, on verra. Alors, on veut pas passer comme des vieux conservateurs de la NBA. Moi, je dis juste que, en fait, pour moi, ils ont fait un demi-pas. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont installé ça, mais ils ont voulu protéger tellement de trucs sacro-saints NBA, les 82 matchs, etc. Et puis de l'autre, Adam Silver répète dans toutes ses interviews, du coup, que on voulait quelque chose qui excite les fans avec le début de saison, parce qu'en fait, en gros, concrètement, ils veulent exciter les fans sur la partie qui va entre fin novembre et en fait, début de saison, entre début de saison en octobre et la mi-décembre, où historiquement la NBA, les fans aux US regardent peu parce que c'est pas ça qui regarde. C'est le football qui regarde, le football américain. Le truc, c'est que pour moi, pour suivre 2-3
pour être sur 2-3 listes Twitter, comme Tom, liste Twitter préconisé, j'ai pas l'impression, alors c'est un biais, c'est une bulle, hein, mais j'ai pas l'impression que les gens, à part les parquets qui ont fait réagir, ça change pas grand. Une fois que l'excitation autour des parquets sera, je pense, passée, je me demande si les gens ceux qui regardent plutôt la NBA juste sur les playoffs ou le reste, seront très intéressés par cette compétition-là. Après, dernière chose, on est rarement les bons observateurs pour ça parce que ça ne s'adresse pas à nous, en fait. Oui. Ouais, tout à fait. C'est ce que j'allais dire justement. Je suis pas du tout contre le in-season tournament. C'est juste que c'est pas pour moi. C'est un peu malheureusement comme le All-Star Game. Le All-Star Game, c'est pas. Attention, Amine. Je suis c'est désolé. pour tout le monde. C'est pour moi en tout cas, je suis pas le public vraiment du All-Star Game. C'est pas quelque chose qui me fascine. Je vais plus le regarder. Je vais le regarder généralement, mais c'est pas quelque chose qui me fascine. Et pour moi, c'est de cet ordre finalement. Eh ben, on va conclure là-dessus. Quelque chose à rajouter sur le in-season tournament. Du coup, s'il vous plaît, et moi, les gars, ce qui m'a très énervé, je finirai là-dessus, c'est, en fait, j'ai remarqué le nombrilisme des commentateurs américains qui ont tous fait cette comparaison avec les coupes. Ah oui, les Européens, vous êtes habitués. Ça marche pas. La comparaison marche pas. La comparaison ne marche pas. Elle tient pas 2 minutes, la comparaison. Donc, bref. J'ai l'impression qu'Adam Silver, il s'est dit, bon, je vais leur dire qu'on fait ça dans d'autres ligues, comme ça, ils vont se dire, bon, c'est normal. mais en fait, il y a plein de limites à tout ça. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. On a été plutôt long, mais on est revenu sur le début de saison. Alors oui, ça a été le cas dans la conversation d'un Kebdo. On aurait pu parler des Bucks. On aurait pu parler de Minnesota. On aurait pu parler de beaucoup d'autres équipes. On le rappelle pour ceux qui nous découvrent, on a un format qui s'appelle le 4 quarts. Non, je ne suis toujours pas satisfait par ce nom. Qui revient à chaque quart de la saison sur ce qui s'est passé. Donc le 4 quarts va arriver dans quelques semaines. Donc on va revenir peut-être sur certaines de ces équipes. On va revenir avec beaucoup de recul aussi sur les différents trades de James Harden, Damian Lillard. Ça aussi, c'est dans les tuyaux. Donc vous inquiétez pas, on va couvrir tout le monde. On avait décidé de prendre un peu plus de temps que certaines fois pour bien disséquer ce qui se passait chez certaines équipes. Je vais vous remercier, les gars. Merci Amine, merci Tom. J'espère que Tom, la prochaine fois qu'on se reverra, il y aura plus de victoires. Ce serait difficile qu'il n'y en ait pas plus. Après, de point de vue pourcentage, je pense que le pourcentage sera le même. Et du coup, j'espère qu'Amine, le moment où on se reverra, il y aura toujours le même nombre de victoires pour les Sixers que de défaites pour Tom. Alors, le même nombre le même nombre de victoires de même nombre de défaites pour toi que de victoires pour Tom. C'était difficile à faire. En gros, qu'il n'y ait toujours qu'une défaite, quoi. Voilà, c'est de manière très compliquée. J'espère qu'il y aura plus de victoires à ce moment-là aussi. Donc... de manière très très compliquée de présenter ça. L'enregistrement tôt le matin, c'est pour ce genre de proposition un peu compliquée, c'est pas toujours le mieux. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Là, il faut vraiment mettre fin à ce podcast, hein, vraiment. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast, que ça soit Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify. N'hésitez pas à nous noter, faire des commentaires sur toutes ces plateformes et puis également sur YouTube. On vous remercie. Profitez bien de la NBA. Faites attention à certains parquets qui peuvent être très agressifs, comme on l'a dit. Et puis, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Merci Amine, merci Tom, et à très vite. Salut. Merci Ben, salut. Ciao.